Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver après cette petite interruption. Merci à tous ceux qui ont rendu possible le retour de Guide Privé, notamment notre partenaire. Merci aussi à Raphaël Poujon pour sa confiance et puis merci à vous tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui m'avez témoigné en grand nombre, je dois le dire, vos encouragements depuis ces petites semaines d'absence. Retour donc de Guide Privé avec comme premier invité Jacques-Bernard Magnier, le sénateur Magnier, devrais-je dire. Bonjour, bienvenue. Bonjour Marc-Alexis. Merci d'être avec nous. Vous êtes un peu le symbole de la réussite selon le modèle de la République française. Je vais revenir sur cette petite remarque. Élu sénateur du Puy-de-Dôme le 25 septembre 2011, vous avez également été, en amont, membre du Conseil régional d'Auvergne, vice-président de cette institution de 2004 à 2010. Pour cause d'inéligibilité, vous n'avez pas pu participer aux élections régionales de 2010. En avez-vous gardé un peu de rancœur? Je vous poserai la question tout à l'heure. On a un sourire, Un peu de tristesse, simplement. Un petit peu de tristesse. Vous avez fait vos débuts en politique en 1983 comme conseiller municipal de Clermont, avec notamment Roger Quillot. Et puis vous avez été, par choix, et vous le restez, professeur des écoles. Un instituteur-sénateur ou un sénateur-instituteur, j'ai cherché. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous en France, de vivant. Il y en a peut-être eu d'autres avant, mais en tout cas, il n'y en a pas de cas. Il n'y a que vous. Et c'est peut-être pour ça que j'ai fait cette remarque tout à l'heure sur le symbole de l'ascension sociale que vous incarnez aussi. On va revenir un petit peu sur tout ça. Il y a une modification à notre émission. Vous avez sur les genoux Stéphanie Delanne, que j'ai plaisir aussi à retrouver. Bonjour Stéphanie, merci de toujours animer et d'assurer la réalisation de l'émission. Stéphanie va enchaîner les photos, mais c'est vous qui allez les regarder sur vos genoux, entre guillemets, grâce à cette tablette numérique qui est désormais à notre disposition. Vous êtes né en 1952 à Riom, à la maternité de Riom. Votre père était agriculteur, producteur laitier. Votre maman était ouvrière chez Michelin. Vous avez été au collège de Manzat. On va voir une photo d'ores et déjà de vous dans les petites années, les petites classes. Votre vie était toute tracée, vous m'avez dit, Jacques-Bernard Magnier, dans la mesure où le bus passait devant en tout cas le car scolaire, passait devant la maison, et puis le car scolaire, il vous amenait d'un côté à l'école, puis après au collège, puis après à la ville, mais votre vie était tracée? Chez Michelin. Chez Michelin. Ou chez Aubert et Duval, aux Ancises, puisque à l'époque, quand j'avais, c'est-à-dire 15 ans, 16 ans, là je termine les études primaires, comme on peut le dire à cette époque-là, eh bien, souvent les gens allaient à l'usine et ils y allaient grâce aux cars ouvriers qui emmenaient l'un en direction des Ancises et l'autre en direction de Clermont-Ferrand. Regardez la photo justement que l'on a vue à l'écran. Ça vous fait quelque chose. Avant que nous débute le générique, vous m'avez dit il y en a 3 parmi nous qui sont décédés. Oui, il y avait 11 élèves dans la classe. C'était une classe unique de mon village, non pas de Charbonnières-les-Vieilles ni de Manzat, mais de La Brousse, le village dans lequel je réside aujourd'hui. Et il y avait effectivement 11 élèves sur cette photographie. Il y en a malheureusement déjà 3 qui sont décédés, assez dramatiquement d'ailleurs pour certains. Et là, vous voyez, j'y suis, à côté de la maîtresse, bien sagement. À côté de 2 petites filles à l'époque, qui maintenant ont à peu près mon âge. Oui. Et tous les 3, il se trouve que nous avions 8 ans, 7 ans et 6 ans peut-être, ou à peu près, puisqu'elles sont un peu plus jeunes que moi. Et nous étions déjà tous les 3 côte à côte avec la maîtresse, et nous sommes devenus tous les 3 instituteurs et institutrices, puisque nous sommes rentrés... Vous continuez à les voir ? Oui, bien sûr, oui. L'une a été directrice de l'école de Manzat, d'ailleurs. L'autre est loin, puisqu'elle est partie dans les îles. Elle est professeure, elle est même proviseur d'établissement de lycée professionnel, de lycée. Et tous les 3, nous sommes rentrés à l'école normale en 1968, ensemble. 1968, école normale. 1970, on regarde une photo de vous. Ça, c'est une équipe de football, l'Amicale laïque. Vous avez 18 ans. Vous êtes instituteur en 74 à Clermont. Et une autre photo va témoigner justement de vous avec vos élèves. Alors, il ne s'agit pas de vous au début de votre carrière en 1974. Plutôt à la fin. Symboliquement, voilà, c'est une photo, c'est votre dernière photo de classe. C'est vrai. On a tous, en tant que Français, parce que je ne sais pas si d'ailleurs ça se passe comme ça ailleurs en Europe, mais en France, tous les petits écoliers dans le privé, dans le public, ils ont droit à leur photo de classe. C'est vrai. Cette photo, vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé l'émission, j'y tiens énormément. C'est les plus belles années, c'est la plus belle année de ma vie professionnelle. C'est tout à fait vrai. Par les hasards de la vie publique et professionnelle, j'ai
en 2010, abandonné le métier que j'avais fait pendant 25 ans, c'est-à-dire directeur départemental des transports scolaires à la FETREB, directeur de la FETREB, l'association qui était en charge des transports scolaires. Et j'ai décidé donc de redevenir, je ne savais pas pour combien de temps, puisque je n'avais pas bien calculé mon âge de retraite en définitive, instituteur, professeur des écoles, puisque j'avais, même pendant mon détachement, gravi les échelons dans la fonction d'enseignant, et j'ai terminé depuis une dizaine d'années professeur des écoles. Et donc je suis redevenu professeur des écoles que je n'avais jamais été en enseignant. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Parce qu'on peut se dire qu'à un moment donné de votre vie, notamment parce que vos parents étaient très modestes dans leur vie de tous les jours, être instituteur, ça représentait déjà une ascension sociale. Ah oui, tout à fait. Maintenant que vous êtes sénateur, avec du recul, l'ascension sociale, vous l'avez gravie autrement, vous? Oui, mais je ne suis pas... Moi, je suis sénateur, je le dis souvent, par le hasard de la vie. Mais bon, encore heureux qu'il y ait des choses dans les hasards de la vie qui soient heureux. Il n'y a pas que des hasards désagréables. Mais il est vrai que quand je suis redevenu instituteur à Charbonnières-les-Vieilles pour cette année scolaire-là, je ne m'étais pas fait à l'idée d'être un jour sénateur. J'ai été instituteur pendant toute une année et je l'aurais été encore pendant une autre, voire 2 ou 3 années. Le fait de raconter des choses aux enfants, alors ce qui est important, c'est qu'une classe, c'est magnifique. Qu'est-ce qui est beau? Une classe, c'est un outil de travail comme on ne peut pas en imaginer de plus parfait. C'est 25 individus qui sont devant vous, c'est ce que j'avais, 25 élèves. Qui peuvent chahuter et qui peuvent parler, mais c'est la nature. Et justement, il appartient à celui qui est enseignant dans la classe de faire qu'on organise les choses et que le chahut se cesse au moment où il doit cesser et éventuellement qu'il existe au moment où il faut se détendre. Et c'est une sorte de chef d'orchestre que d'être un enseignant. Et puis un chef d'orchestre qui a la responsabilité... vous avez 25 partitions différentes devant vous qui sont, oui, très différentes et qu'il faut faire avancer au même régime et au même rythme pour des acquisitions, mais dont il faut connaître aussi la personnalité individuelle pour pouvoir faire donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais est-ce que l'école prépare réellement ou doit uniquement préparer au savoir, ou est-ce qu'elle doit également préparer au savoir-être? Je crois que les savoirs sont importants, mais le savoir-être, et moi je pense que Vincent Payon, le ministre actuel, a bien parlé lorsqu'il a dit qu'il fallait revenir à un certain nombre de valeurs qu'il faut que l'école inculque, apporte, présente. Quitte à passer par l'apprentissage du discernement alors? Je crois que déjà aujourd'hui à l'école élémentaire, c'est encore plus vrai au collège et au lycée, mais il faut qu'il y ait des matières qui apprennent à discerner, apprennent à comprendre, et pas seulement font apprendre des choses. L'académisme, aujourd'hui, tout ce qui doit être su en matière de savoir est important, certes, pour bien réussir, mais je crois qu'il faut aussi savoir être un individu d'abord. C'est ce qu'on a appris le moins bien, je pense, dans les quelques dernières années. Jacques-Bernard Magnier, on va regarder une photo qui est un fac-similé de votre première plaquette officielle d'une élection. Ouais. Alors c'est l'élection municipale de 83. Alors sincèrement en termes de com, vous avez fait mieux depuis. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Si vous me permettez de dire ça. Vrai. Alors on reconnaît Maurice Pourchon, oui. André Ledu, oui. Roland Dumas, et puis vous, Jacques-Bernard Magnier, là complètement en bas plus jeune, à droite. J'avais quand même les cheveux plus frisés qu'aujourd'hui. Oui, et moins blancs. Et un petit peu plus de cheveux. Non, l'image est sympathique. Ouais. Pourquoi entrez-vous en politique en 83 alors que vous êtes donc instit, on est bien d'accord? Oui, je suis rentré au Parti Socialiste en 1977. J'étais responsable au niveau du PS, au niveau d'une section, comme on appelle ça. Et puis, sans parti politique, on ne peut pas faire de politique? C'est difficile. Chez les socialistes chez les socialistes, moi c'était mon choix parce que mes idées étaient socialistes, mais d'autres font des carrières avec des partis de droite, ou il y a aussi d'autres partis à gauche. En tout cas, je pense que sans parti politique. C'est assez rare. Vous savez, au Sénat, il y a très peu de parlementaires qui sont non inscrits, c'est vrai aussi à l'Assemblée nationale. Et dans nos assemblées départementales ou régionales, on a besoin d'être présenté par un parti politique qui est très difficile d'obtenir. Alors, ce qui est possible, c'est d'être au maire d'une petite commune ou d'une commune moyenne sans avoir d'étiquette spécifique. Effectivement, c'est possible. Simplement sur la connaissance que les gens ont de vous. Donc en 83, vous rentrez au Parti Socialiste et là... Non, 77. En 77. Et en 83, première tentative d'élection.
Proposition par Roger Quillot d'être sur la liste de 83. On va voir des photos d'ailleurs de Roger Quillot et vous-même. La première liste qu'on a vécue à la proportionnelle nouvelle formule, avec l'Union de la gauche bien sûr, qui avait déjà commencé en 77. Et j'étais le dernier qui devait être élu, puisque j'étais 42e sur la liste. J'étais le plus jeune aussi de la liste en plus, ce qui est original à l'époque déjà. J'étais le dernier à pouvoir être élu si on l'emportait à plus de 50%. Et comme on a eu 56 ou 58%, je ne sais plus exactement, j'ai été largement élu. Il y en avait d'autres même qui étaient élus derrière moi dans la liste. Regardez les photos, là, faites-les passer. Voilà, relancez. Ah oui, alors ça, c'est des photos des époques révolues, mais avec Michel André, qu'on voit ici sur la photo suivante, avec Elisabeth Fouillade et Roger Quillot qui signaient une convention avec un responsable d'association à la Maison des Jeunes de Croix-Néra, le docteur Ledu, Henri Cohendy, des élus et Jacqueline Cognier à l'arrière. Alors les photos qui sont en couleur témoignent aussi de vos premières prises de parole en public en tant qu'adjoint au maire, là, un petit peu plus tard. Oui, après, là, j'ai été chargé de représenter le maire pour recevoir des groupes étrangers notamment. Là, j'étais avec l'inspecteur d'académie, Monsieur Pastre, et puis un certain nombre de gens. Ensuite, je ne sais pas ce que l'on voit. Alors, il y a une photo, je vais demander à Stéphanie de nous la montrer. C'est une photo où on voit Alain Néry, Serge Godard et vous-même. Et elle est très symbolique, cette photo, parce qu'à l'époque, aucun de vous trois n'est sénateur, là, voilà. Oui. Et bon, Monsieur Godard est peut-être pas tout à fait à son avantage au niveau de la photo, mais ça, c'est le hasard des clichés. C'est pas moi qui je n'ai pas vraiment choisi pour lui. D'ailleurs, je vous ai reçus tous les trois dans Guide Privé. Hein. J'avais commencé il y a 7 ans avec Néry, il y a eu Serge Godard, et puis maintenant vous. Vous avez tous été sénateurs. Quand vous regardez cette photo, vous vous dites que c'était prévisible ou pas? Pour aucun d'entre nous. Serge Godard, certainement. À l'époque, il était premier adjoint au maire de Clermont. Et je pense même qu'il était certainement suppléant de Roger Quillot, sénateur à l'époque lui-même. Donc il pouvait envisager, lui, être sénateur un jour. Alain Néry, il était député. Et il avait certainement l'intention de le rester jusqu'à la fin de sa carrière. Il ne l'a plus été parce que sa circonscription a été supprimée. Lors du dernier, on n'a plus que 5 circonscriptions dans le Puy-de-Dôme. Donc il est devenu sénateur. Et moi, à cette époque-là, je n'imaginais même pas être autre chose que conseiller municipal et instituteur. Vous avez été conseiller régional, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été vice-président du conseil régional, et puis une mésaventure politique en 2010 vous rend inéligible au conseil régional, justement. C'est une décision préfectorale à l'époque. Le préfet estime que votre travail, votre fonction, vous assimile à un cadre de la région Auvergne, du conseil régional d'Auvergne. Non, du conseil général. Du conseil général, et donc à ce titre-là, il est impossible d'être cadre d'une collectivité territoriale et élu de la République sur cette même, ou sur en tout cas une autre collectivité territoriale, mais en tout cas française. C'est cela. Il y a certaines personnes qui ont crié haro en disant c'est un combat politique et c'est une décision politique du préfet qui vise à affaiblir René Souchon. Vous dites quoi, vous ? Je ne sais pas si c'est le préfet qui a pris l'initiative de me rendre inéligible. Dans la règle, c'est lui qui l'a fait. Ensuite, on est allé au tribunal administratif et le tribunal administratif a confirmé la décision du préfet. Vous avez d'ailleurs une photo de vous et René Souchon. Hein. Oui, c'est celle-là, oui. Bon, la qualité n'est pas très bonne, mais c'est une des rares photos d'ailleurs où on vous voit ensemble, pour vous dire la vérité. Oui, il y en a d'autres, mais elles sont à la région, on n'est pas allé les chercher. Oui, je crois qu'on m'a appliqué la loi de 84 qui est antérieure au fait qu'en 86, les régions sont devenues des collectivités, puisqu'on a été élu au suffrage universel. Et cette loi de 84 aurait dû être abrogée. Parce qu'à l'époque, les gens étaient désignés pour aller à la région, qu'ils soient conseillers généraux, maires, etc. Et on disait qu'on ne pouvait pas être à la fois un cadre d'une collectivité et siéger en tant qu'élu au conseil régional. Et donc, on m'a appliqué on a ressorti, alors que ça faisait déjà 5 fois que j'étais élu quand même en ayant cette même inéligibilité. Alors, comment expliquez-vous cette décision du préfet de l'époque, le préfet Stefanini, je crois, proche de Brice-Hortefeux? Est-ce que c'est une décision qui a pu rendre service à la droite à un moment donné? La preuve que ça ne lui a pas rendu service, puisque le score de René Souchon aurait été encore meilleur que si j'avais été sur sa liste, et je n'étais pas le seul incriminé, puisque Elisabeth Thévenon-Durantin, à l'époque, qui était responsable du tourisme au conseil général, a été frappée de la même inéligibilité. Donc nous avons été 2 vice-présidents à ne pas pouvoir être présents sur la liste de René Souchon, et il a quand même fait un très bon score, puisqu'il a dépassé les
60%. Sa liste a été très bien élue. Et celui qui était son adversaire, Brice Hortefeux, à l'époque, n'en a pas bénéficié. Alors après, on peut toujours extrapoler et chercher les responsables. Vous savez, en politique, on ne se fait pas de cadeaux. On a souvent des difficultés avec ses adversaires politiques. On en a aussi quelquefois avec ses amis politiques qui peuvent quelquefois sortir quelques dossiers, quelque chose. Quand Vous en avez été victime auprès de vos, a priori, amis politiques? Disons que moi, je n'ai pas cherché, je n'ai pas enquêté, même si on m'a expliqué comment les choses se sont passées. J'ai tiré un peu un trait là-dessus. Et ceux qui se sont arrangés pour que je sois inéligible à la région, pour que je ne sois plus vice-président du conseil régional, parce que je l'aurais été à nouveau, et ils pensaient faire un mauvais coup à René Souchon et à moi-même par la même occasion. Ils en ont été pour leurs frais. Et grâce à eux, entre guillemets, je suis devenu sénateur. Aigreur, vengeance à ce moment-là? À l'époque, aigreur, oui. Grande aigreur, oui, oui, tout à fait. Esprit de vengeance, non, je ne l'ai jamais eu. Mais aigreur, oui, parce que j'étais très heureux dans ma fonction de vice-président. J'adorais ce que je faisais à l'économie. Je pense qu'on y réussissait pas trop mal. On avait, avec René Souchon, bien partagé les rôles. Il n'y avait pas de difficulté pour ça. J'étais content de pouvoir repartir. Et puis, les choses ont fait que les choses sont passées autrement. Mais les militants du Parti socialiste ont tiré les leçons, puisqu'ils m'ont désigné pour être candidat au sénatorial. Entre le moment où René Souchon est élu, sans vous, et le moment où vous allez entrer en campagne très courte pour les sénatoriales, parce que ce ne sont pas tout à fait des campagnes comme les autres, seuls les grands électeurs peuvent voter, il y a un certain laps de temps dont on a parlé tout à l'heure, c'est cette photo qui en atteste. Vous êtes un homme heureux à l'époque, dites-vous, en tout cas, une plus belles années professionnelles de votre vie en tant qu'instituteur, avec ces enfants, la dernière classe que vous avez eu à animer, j'ai envie de dire ça comme ça. Est-ce que dans votre esprit, vous vous dites à ce moment-là, la politique me manque ? J'ai regretté à ce moment-là de ne pas avoir un mandat local d'élu municipal dans une commune, dans la mienne, petite commune ou ailleurs, à Clermont ou à Charbonnières. Mais je me suis dit qu'on pouvait aussi vivre sans être élu et sans être en prise avec les demandes, les besoins et la responsabilité des citoyens et de ce qu'il faut organiser pour eux. Et durant ce laps de temps, est-ce que le téléphone a souvent sonné ? Pas trop. Non, pas trop, même pas du tout, quasiment, à part pour quelques amis. Mais les choses ont... des amis personnels à Jacques Bernard. Oui, des amis même politiques. Si, quelques-uns, si. J'ai gardé beaucoup d'amis politiques. Il y en a beaucoup qui m'ont tourné le dos. Je ne sais pas s'ils se sentaient responsables, mais effectivement, ils ont fait comme si je n'existais plus parce que, effectivement, je n'étais plus élu, donc je n'étais plus admis dans certains cercles ou dans certains lieux. Ça vous fait réfléchir, vous qui, justement, avez passé votre vie à éduquer ou à éduquer les enfants, justement, sur ce qu'on doit être, sur la condition humaine, j'allais dire. La comédie humaine. Alors vous dites la comédie humaine. Moi j'ai parlé de condition humaine. Mais vous avez raison, mais je crois que c'est à la fois la condition de l'individu et la comédie humaine, parce que malheureusement, tout cela, la politique c'est sérieux, l'organisation de la société c'est sérieux, mais il y a entre les gens qui la font et qui l'animent une forme de comédie humaine qui fait que les gagnants sont les gagnants, ils sont entre eux, et les perdants, parfois, ils ont du mal à s'en sortir. Et pourtant, ils sont porteurs de valeurs aussi. Jouer à un moment donné, par exemple, au tennis, on sait qu'on peut tous gagner des tas de matchs pendant des mois, et puis tout d'un coup, tout perdre. Voilà. On n'est pas pour autant un mauvais joueur. Exactement, on ne se transforme pas. Mais on n'a plus raison. Donc, pour avoir raison, il faut gagner. C'est ça, en fait, il faut admettre, il faut accepter. Alors vous avez perdu, entre guillemets, par la moyenne porte, mais vous avez regagné par la très grande porte. Oui, j'ai gagné, ma réussite finale, si on peut appeler ça comme ça. On va voir une photo de vous, justement, peut-être pas le jour de votre investiture au Sénat, mais en tout cas de votre prise de fonction au Sénat. Oui. Alors ça, c'est la photo, mais on la regarde, elle est intéressante, où on vous voit plusieurs années après avec Néry et Godard, et puis on voit Michel André. C'est le soir de votre élection. Oui. Voilà, ça c'est le soir où au tribunal, tous les quatre, vous êtes le soir de élus. l'élection. Non, tous les trois. Tous les trois, et on avait à côté de nous Belegue, Daniel Belegue, qui était le suppléant de Michel André, qui malheureusement depuis est décédé, qui était le président de l'association des maires ruraux, qui était le suppléant de Michel André, donc elle n'a plus de suppléant puisque Daniel est décédé l'année dernière. On vous sent détendu, on vous voit souriant, mais est-ce qu'à cet instant-là, vous n'êtes pas en train de vous dire je les ai eus quand même? Il peut y avoir un petit esprit de revanche, on l'a toujours, en se disant on a bien fait d'être là parce qu'il ne fallait pas céder, il fallait rester, il fallait continuer pour gagner à la fin. Je crois qu'il y a ce sentiment-là, certainement, sinon on ne serait pas des êtres humains. Vous avez été félicité par les élus de droite qui peut-être... Oui, parfois, oui.
Parfois. Parfois? Parfois. Même si, pour certains d'entre eux, ils avaient espéré peut-être que je disparaisse du champ politique, mais je ne pense pas. Là, je crois que cette réussite, le fait que je sois devenu parlementaire, sénateur, je le dois aux militants et aux gens d'un collectif qui m'a porté là, et puis surtout un collectif peut-être plus restreint, celui de mes amis d'un secteur un peu plus limité du département, dans les Combrailles, qui m'a poussé toujours en me disant: tu ne peux pas abandonner, tu ne peux pas ne plus être élu, tu vas être candidat à l'investiture au sénatorial et tu verras, tu seras désigné par le Parti Socialiste et tu seras élu par les élus du département. Ce qui s'est passé exactement. Vous êtes une sorte de sénateur cool par rapport à d'autres. Ça fait 7 ans que j'anime cette émission, j'ai vu plusieurs sénateurs. À la radio, j'ai reçu aussi des sénateurs. Voilà, vous êtes différent de certains sénateurs. Aujourd'hui, vous êtes en costume, mais vous êtes souvent en jean. C'est vrai, souvent en jean, et c'est comme ça que je suis le mieux. Mais il y a une tenue que l'on doit avoir au Sénat, on doit avoir une cravate pour rentrer dans l'hémicycle. Bon, je suis équipé sénateur, quoi. Vous êtes équipé sénateur. C'est la Il y en a, moindre ils des ont la choses. cocarde sur la voiture avec la. J'en ai une, elle est dans la voiture. On s'en sert parfois quand on passe dans un cortège officiel. Mais la cocarde, je ne m'en sers pas. Je ne me sers d'aucun des attributs dont on ne se sert plus aujourd'hui. Je pense qu'on a été élu un certain nombre. Mais vous en n'êtes pas 2011. regardé de manière un petit peu bizarre. Alors là, autant par les gens de droite que par les gens de gauche. Hein. Au Oui. Sénat, vous, cette nouvelle catégorie de sénateurs. Oui, si, on anime un peu le Sénat, on doit dire. Alors c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération de députés qui est arrivée aussi à l'Assemblée nationale, et nous, on fait partie, alors on a 60 ans quand même, hein, ce qui prouve que la nouvelle génération, elle n'est pas si jeune que ça, mais on est dans le premier tiers de l'âge du Sénat, et on anime parce que on est des gens qui venons un peu tous de la même... On a beaucoup travaillé dans les collectivités, on les connaît bien, et on prétend les représenter, et on ne prétend pas être des caciques en plus de la politique. On n'est pas des apparatchiks, on est des gens qui font notre métier, qui avons fait notre carrière dans les collectivités, mais on est une quarantaine comme ça au Sénat et on s'entend bien et on fait et la le fête fait que vous parfois. ayez eu un vrai métier, ça c'est une important. expression que j'ai souvent employée sur ce plateau, enfin peut-être pas celui-ci parce que c'est un nouveau plateau, merci d'ailleurs à ceux qui ont travaillé pour ce nouveau décor, mais vous qui avez eu un vrai métier, est-ce que vous faites de la politique autrement aujourd'hui? Et est-ce que vous ne faisiez pas ce type de politique en 83? En 83, je n'avais aucune expérience de ce que pouvait être la gestion des collectivités. Je l'ai appris aux côtés de Roger Quillot, qui nous a tous beaucoup appris par sa façon de voir les choses, sa modestie, son peu de volonté de briller. Et on a été des élus de terrain, on a appris à Clermont à être au service de la population. Ensuite, au conseil régional, aux côtés de Pierre-Joël Bonté, puisque nous avons été élus... moi, j'ai été élu en 98 face à Giscard d'Estaing, mais dans l'opposition. Mais ensuite, j'ai été élu aux côtés de Pierre-Joël Bonté. Ça a été aussi une grande expérience. J'ai appris beaucoup aux côtés de Pierre-Joël. Roger Quillot et Pierre-Joël sont les deux hommes politiques locaux qui m'ont beaucoup appris. Et donc dont vous j'ai faites essayé de la tirer. politique un petit peu autrement, vous voulez en tout cas. Au Sénat, vous êtes membre du Haut Comité auprès de la vie associative et vous êtes membre de la commission éducation-culture. C'est ça. Vous avez choisi cette commission? Alors j'ai choisi, au départ, j'avais pensé pouvoir accéder à la commission économie, mais c'est tous les anciens qui l'ont, donc j'ai eu mon deuxième choix, c'est-à-dire l'éducation. Terrain gardé, chasse gardée. Oui, mais alors justement, vous êtes en tant qu'instituteur, c'est intéressant. Oui, mais c'est bien aussi de ne pas aller que vers ce que l'on connaît bien. Parce qu'après, on parle plus en spécialiste professionnel qu'en élu qui doit se préoccuper de... Pour ça, les gens disent « Ah, il est ministre d'éducation, il connaît rien d'éducation ». Ce n'est pas nécessaire. On peut arriver aussi avec une vue neuve sur les choses. On n'est pas obligé d'avoir été instituteur pour être un bon ministre d'éducation Bon, mais alors nationale. votre vue peut-être ancienne sur la question de l'éducation, il nous reste une petite minute. Qu'est-ce qu'il est vraiment urgent, et quels que soient les gouvernements, de réformer? Y a-t-il besoin d'une réforme d'ailleurs? Oui, il y a besoin d'une réforme, d'une refondation, comme on l'appelle, la future loi que va mettre en place Vincent Peillon. Et là-dedans, il y a une chose importante, c'est la formation des enseignants. Moi, j'y travaille depuis 6 mois à travers une mission sur le métier Mais d'enseignant. les enseignants maintenant. pour les petits ou pour les Pour tous, collèges et pour lycées, tous. lycées Plus professionnels? pour les petits encore. Pour les Plus petits. pour que les gens qui veulent en devenir enseignants n'aient pas seulement un master et puis arrivent dans une classe sans avoir vu d'élèves ou de classe fonctionner, puissent aller voir comment ça fonctionne, avoir une bonne idée du métier d'enseignant. Qu'on soit vraiment confronté à l'individu. Qu'on apprenne Comme son vous le métier disiez en tout à étant l'heure, les confronté 25 au bolide partitions qui est une différentes. classe. Une classe, c'est un bolide à piloter. C'est comme si vous donniez une Formule 1 à quelqu'un qui vient d'avoir le permis de conduire. C'est
impossible. Donc il faut vraiment que pendant les années d'études, les gens fassent de la pré-professionnalisation et qu'ensuite... C'est une prise en compte plus importante de la psychologie des enfants? Bien sûr, la pédagogie, c'est cela. Connaître la pédagogie, on ne s'adresse pas à un enfant de maternelle de la même manière qu'à un élève de primaire ou qu'à un lycéen. Donc un enfant n'est pas un petit homme, c'est pas un petit adulte. C'est un individu à titre total et qu'il faut apprendre à connaître, qui a des réactions, qui a des comportements spécifiques. Donc, il y a vraiment un apprentissage à faire, qui a été abandonné dans les dernières années. Merci beaucoup Jacques-Bernard Magnier d'avoir été notre invité aujourd'hui dans ce nouveau décor, nouveau plateau de IC1, toujours l'émission Guide Privé. La prochaine fois, j'aurai plaisir à accueillir à votre place dans ce fauteuil et avec cette tablette numérique pour regarder son album personnel, le commissaire-priseur Claude Agut. Merci. Merci.